Je propose c'est qu'on commence puisque vous êtes déjà bien installés, donc on va commencer cette présentation sur la valorisation et l'augmentation des maquettes pour un usage de la maintenance. Moi je suis Laurent Trussello, je suis responsable du marketing produit pour la société Carl Berger-Levrault. Et aujourd'hui je suis accompagné de Clément Collin qui est docteur et ingénieur en recherche spécialiste en 3D. Et donc on va prendre quelques instants pour redonner quelques éléments un peu génériques sur l'intérêt et comment on voit nous, le BIM, nous acteurs de la maintenance et de la gestion du patrimoine, comment on voit ces maquettes numériques arriver et à quel usage on souhaite les destiner. Ensuite on vous présentera quelques éléments graphiques d'intégration de la maquette. On partagera quelques éléments d'expérience et enfin on en profitera également pour vous partager quelques visions de travaux de recherche que nous faisons autour de la maquette justement pour les acteurs techniques. Et enfin on donnera quelques informations avant de passer aux échanges et de vos questions. Alors je vais aller assez vite sur la première partie, simplement pour rappeler des évidences, mais je le rappelle chaque fois parce que nous on n'est pas un acteur de la modélisation. Par contre, on est un acteur très intéressé par les résultats de cette modélisation à des fins de nos utilisateurs que sont les services techniques, les services maintenance ou les gestionnaires de patrimoine. Et pourquoi elle nous intéresse fortement cette maquette, ou en tout cas c'est les données qu'elle contient, que ce soit graphiques ou attributaires, c'est parce que cette partie exploitation maintenance, eh ben, souvent c'est la partie la plus longue de la gestion d'une infrastructure ou d'un bâtiment. Et évidemment, c'est pendant cette période où il y a les enjeux de coût et de durée qui sont les plus importants. Et tout ce qui va se passer dans cette phase, tout le cycle de vie qui va se produire durant cette activité d'exploitation et de maintenance, évidemment, il nous intéresse, il intéresse au premier plan nos utilisateurs. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on a toujours eu l'intention et l'envie d'intégrer des plans du SIG avec des outils de gestion de maintenance et de gestion de maintenance et de gestion de patrimoine pour pouvoir suivre le cycle de vie de ce patrimoine. Et donc on a toujours voulu faire coopérer en fait des populations d'utilisateurs qui sont les designers, dessinateurs, géomaticiens, modeleurs aujourd'hui, avec ceux qui sont sur le terrain, les techniciens, les responsables de maintenance. Pour deux intérêts principaux. Un, pour récupérer et synchroniser le patrimoine. Et deux, pour pouvoir tracer leur activité sur ce patrimoine. Les points qu'on a cherché à adresser prioritairement, il y en a trois, avec différents degrés d'implémentation aujourd'hui pour nous. Le premier qu'on a cherché à adresser, c'est la capacité à pouvoir récupérer les données des maquettes pour pouvoir les synchroniser dans les outils de gestion et donc permettre de pouvoir modéliser au plus tôt ces équipements et évidemment les suivre dès la phase de construction jusqu'à la réforme de ces équipements. Ensuite, le deuxième point sur lequel on travaille, on va vous montrer des travaux prospectifs, c'est accélérer l'aide au diagnostic des techniciens. Et le troisième, c'est de permettre à nos clients de disposer, à travers cette maquette numérique et à travers les données chaudes et à travers les données de cycle de vie, une vision digitale de leur patrimoine. Donc, sur la partie modélisation et intégration à notre solution, je vais te passer la main, Clément. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Pour cette partie Carl Maps, je vais commencer en vous présentant les 4 axes principaux de cette solution. Donc Carl Maps, c'est la solution qu'on propose pour visualiser nos données géospatiales concernant nos équipements. Donc Carl Maps, elle permet de visualiser les données de SIG, les données SIM, les données BIM, et ainsi de suite. Parmi nos 4 piliers, nous avons dans un premier temps cette notion de jumeau numérique. On veut pouvoir visualiser dans notre viewer l'ensemble des données et des objets de la ville et du bâtiment. On veut aussi avoir cette capacité de maintenir nos équipements à travers ce viewer, et donc ce viewer doit être intégré dans notre logiciel de GMAO. On s'inscrit aussi dans le cadre OpenBIM en passant notamment par
des standards et des outils open source, donc des standards comme le format IFC et différents outils open source que je pourrais vous présenter par la suite. Et enfin, afin de garantir que notre solution va pouvoir évoluer sainement, on a aussi un fort axe de recherche et d'innovation sur ce viewer qui a notamment été issu de la recherche d'une thèse et de différents travaux de recherche que je vais vous présenter par la suite. Au niveau de Karl Maps, pour les données BIM, parce que c'est ce qui nous intéresse ici dans ce salon, on a la possibilité d'intégrer les données BIM de deux façons. La première chose, c'est que pour toutes les données sémantiques, on va pouvoir intégrer nos données dans notre logiciel de maintenance, donc CarSource, à l'aide d'un connecteur IFC qui va pouvoir nous permettre de créer notamment ici l'ensemble de l'arborescence que l'on va retrouver dans notre maquette IFC, et ainsi on va pouvoir retrouver les équipements qu'on va avoir besoin de maintenir par la suite grâce à CarSource. Ce connecteur IFC il va aussi nous permettre d'extraire toutes les géométries et tous les objets pour pouvoir les insérer par la suite dans notre visualisateur sur Karl Maps. Comme je vous ai dit, l'un des piliers principaux ici, c'est aussi cette notion d'Open BIM. Donc on repose sur un ensemble de standards pour la visualisation de différents types de données. Donc IFC pour la partie BIM, et pour la partie SIM, on peut aussi noter CityGML. Pour nos données 3D, on va utiliser un format nommé 3D Tiles, qui a été rendu populaire il n'y a pas longtemps avec Google, et on l'utilise depuis plus longtemps. Et puis au niveau des outils qu'on utilise pour notamment la visualisation ou les transformations de données, ce sont aussi des outils open source, donc que ce soit iTerms qui a fait une présentation juste avant, ou bien Pi3D Tiles qui est développé par Auslandia et aussi un laboratoire de recherche, le LIRIS. On va passer sur une petite vidéo présentant présentant un peu plus en détail ce que l'on peut faire avec Karl Maps BIM, donc la partie visualisation de données BIM sur Karl Maps. Donc on retrouve tous les éléments que l'on a pu insérer et intégrer une fois le fichier IFC intégré et processé par le connecteur IFC. On retrouve cette notion de géolocalisation. On va pouvoir visualiser l'ensemble de l'environnement de notre maquette BIM. On va pouvoir aussi, grâce à ce viewer, c'est pas le cas ici, mais charger d'autres types de données si on en avait, des données SIG. On va retrouver les différentes couches BIM que l'on aura trouvées dans notre maquette. Il y a aussi tout un système de personnalisation de couleurs, de visualisation, est-ce qu'on veut les voir ou pas, et aussi la notion de sélection, est-ce qu'on va pouvoir sélectionner des équipements ou non. Dans le développement de ce viewer qui est disponible depuis un peu plus de 6 mois maintenant, on a aussi la notion de position favorite, parce qu'on sait que c'est compliqué de créer ses propres positions, de créer ses propres fils. Donc ces positions-là, elles vont pouvoir sauvegarder les objets qu'on avait précédemment sélectionnés. Et enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est cette notion d'intégration à la GMAO, dans laquelle on va pouvoir passer d'un équipement IFC, depuis notre maquette 3D, à nos besoins de GMAO. Donc par exemple déclarer une intervention, suivre une intervention, et on va retrouver depuis notre maquette IFC le suivi de l'équipement qui est associé dans notre GMAO. Et évidemment on va pouvoir passer de notre maquette 3D à la fiche équipement qu'on retrouve dans notre GMAO, mais aussi dans le sens, on va pouvoir passer de notre fiche équipement à la vue 3D que vous retrouvez ici. L'intérêt également, c'est que toutes les interventions qui héritent l'équipement sont elles-mêmes aussi visibles sur la maquette. Donc on va aussi créer un lien entre la maquette et les interventions par le biais des équipements sur lesquels on a réalisé ces interventions. Donc ça, c'est aussi un élément important pour recontextualiser une activité technique sur ces équipements. Donc on a plusieurs projets en cours. On en a un ici outre-Atlantique, où on vient aussi se positionner. Donc il y a plusieurs façons d'approcher la chose. Soit on utilise nos produits pour la définition du patrimoine, et ensuite on vient utiliser des systèmes intermédiaires qui vont nous partager cette donnée, donc quelque chose qui est entre le modèle et notre application.
où on va être capable, pour certains contextes, de l'afficher et de l'intégrer directement, comme on vous l'a montré avec Karl Maps. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a établi des protocoles en API qui nous permettent, si on le souhaite, d'intégrer les propriétés depuis un autre système que le nôtre, si on a fait le choix d'un autre visualisateur ou d'un autre agrégat, un autre agrégateur des maquettes numériques. Ensuite, ces informations, elles nous servent, nous, pour les services techniques ou les gestionnaires de patrimoine, pour dérouler leur process de cycle de vie. Ici, on a un autre exemple sur une maquette plus petite, testée avec le CSTB. Et puis, on a d'autres contextes. Alors, on a à la fois, Karl, c'est un acteur historique de l'industrie, des grandes infrastructures. Et donc, on va retrouver différents usages ou différents besoins qui sont soit dans du facility management, soit également sur des premières approches autour des infrastructures, réseaux, qui font leur apparition. On a aussi des cas comme ici, notre client Servier qui utilise un système intermédiaire avec un outil qu'on connaît, que vous pouvez voir ici, qui s'appelle Stéréographe, qui sert de passerelle et qui permet justement de passer d'un système qui agrègue la donnée à notre système de gestion, de maintenance et de suivi du patrimoine. Dans ce cas-là, évidemment, on a une passerelle d'interconnexion qui permet de synchroniser les équipements. Et donc, on va utiliser les mêmes portes d'entrée que celles qu'on a développées vis-à-vis de cet outil qu'on appelle Karl Maps. Et on peut le destiner à d'autres produits si nos clients font le choix d'agrégateurs différents. Donc, on n'est jamais piégé par rapport à une solution unique si vous faites d'autres choix. Surtout si vous avez des choix de partage ces maquettes sont destinées à être partagées au-delà du contexte des mainteneurs ou des gestionnaires de patrimoine. Donc, je vous le disais, notre premier travail, ça a été de consister surtout à intégrer la donnée et à la rendre interopérable. Le deuxième champ d'investigation que l'on a, qui est aujourd'hui encore à l'étude, c'est comment on peut aider vraiment sur les actes techniques les agents sur le terrain. Et souvent, en fait, un des premiers intérêts de la 3D, c'est la gestion des réseaux. Donc c'est là-dessus qu'on a porté, nous, notre effort de recherche. Au-delà de la visualisation de la maquette, c'est comment on va pouvoir apporter une aide concrète sur la compréhension des réseaux à travers des maquettes numériques qui sont modélisées d'une certaine manière. Donc je te laisse la main. Merci Laurent. Donc, nos travaux de recherche qui se basent actuellement sur l'extraction des réseaux a pour objectif d'aider les acteurs de maintenance à comprendre ces réseaux, à manipuler ces réseaux et les aider à faire un diagnostic. C'est-à-dire que lorsqu'on va retrouver, comme ici, une maquette avec énormément de réseaux, pour l'utilisateur final, en tout cas pour un acteur de la maintenance, cela peut être assez compliqué à utiliser et on a besoin de l'aider, lui, à manipuler cette maquette, retrouver les éléments qui l'intéressent, par exemple quel robinet est connecté à telle source d'eau et ainsi de suite. Et c'est l'objet de ces travaux que je vais vous présenter. Les principales problématiques qu'on retrouve avec ces maquettes BIM, en tout cas, c'est que dans un premier temps, si les modélisations des réseaux est bien faites, des objets des réseaux, elles, est bien faites, on va souvent perdre, en fait, à l'exploitation, les liens entre les objets des réseaux. Donc, par exemple, on va perdre le lien entre un robinet et le tuyau qui est situé juste après, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas avoir l'intelligence de ce qu'est un réseau. On va retrouver nos objets, mais pas les réseaux en tant que tels dans nos maquettes. Et c'est ce qu'on va essayer de rechercher ici. D'autant plus que ces réseaux sont des objets complexes par nature et qui n'existent aujourd'hui, en tout cas, pas de réelle solution technique et scientifique, surtout, pour retrouver ces réseaux depuis des maquettes BIM lorsque on a de la perte d'informations, lorsqu'on va perdre les informations de liaison entre nos objets. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir retrouver les liens entre tous nos objets, pouvoir retrouver les réseaux qui constituent notre maquette, notre bâtiment, dans le but de faciliter l'analyse par l'opérateur final, d'avoir aussi peut-être des représentations simplifiées de réseaux, parce que à certains moments, on n'a pas forcément besoin des géométries qui peuvent être très complexes, que ce soit, en tout cas, qui peuvent être très complexes par moment. Et puis, on peut aussi vouloir visualiser les liens entre nos objets, savoir qui est connecté à qui est en amont de qui d'autre. Et ce, pour n'importe quel type de réseau, que ce soit des réseaux électriques, des réseaux de plomberie, des réseaux de gaz ou de la CVC classique.
Donc je vais vous présenter un petit peu notre méthode et nos premiers résultats pour l'extraction des réseaux de bâtiments et aussi après pour l'extraction des réseaux d'infrastructures. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a notre maquette ISC, on va récupérer seulement les objets de type réseau. Comme je vous ai expliqué juste avant, l'une des problématiques qu'on a, c'est que on sait bien que ce sont des objets de type réseau, mais ce sont des objets uniques et ces objets ne sont pas reliés entre eux. Et c'est ce qu'on va essayer de retrouver. Et pour cela, je vais juste lancer. Nous avons développé une méthode qui va nous permettre d'identifier les connexions entre chaque objet en utilisant des méthodes notamment de machine learning. Donc ce qu'on voit ici, alors c'est un réseau très simple puisqu'il n'y a qu'un seul réseau, mais c'est qu'en fait on va analyser pour chaque objet s'il est connecté avec un autre objet. Et on va les appareiller ensuite, eux, au réseau auquel ils appartiennent. Ce qu'on peut voir sur la fin notamment, hop, est-ce que ça allait vite Ce qu'on peut voir sur la fin, c'est que il y a un décalage entre la télé et l'écran. Ouais. Ce qu'on peut voir sur la fin, c'est que ici on a une partie du réseau qui a été retrouvée, donc c'est la partie en vert. La partie en bleu est un autre réseau qui a été trouvé. Et grâce à notre méthode, il va corriger le fait que ce sont deux réseaux séparés, parce qu'au début, il les avait trouvés en tant que deux réseaux séparés, et il va pouvoir les identifier comme un seul et même réseau. Donc à la fin, on ne retrouvera qu'un seul réseau vert. Donc ici, je vais vous présenter un second exemple sur une maquette un petit peu plus complexe. Alors on reste encore dans des choses simples pour que ça reste visuel, parce que lorsqu'on va passer à l'échelle et qu'on va avoir des maquettes plus importantes et plus de réseaux, c'est compliqué de voir exactement ce qui se passe. Mais ici, on va pouvoir voir dans ce cas-là qu'en fait, on va retrouver qu'il y a bien deux réseaux distincts grâce à notre méthode, alors que visuellement, c'était assez compliqué de s'en rendre compte. Et déjà, avoir cette information de couleur pour l'utilisateur final, c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura aussi l'intelligence derrière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir pour chaque réseau les tenants et les aboutissants de ce réseau, alors que ce sont des informations qu'on n'avait pas forcément modélisées au départ ou qu'on peut avoir perdues lors des différents process de données. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ici, on retrouve bien deux réseaux. On en a un qui est marron et un autre bleu. Ça correspond à deux réseaux qui ont été identifiés et bien distincts. Finalement, donc, cette analyse va nous servir à générer des graphes de connaissances qui vont nous permettre d'analyser ces réseaux et plus particulièrement, on va pouvoir aussi visualiser dans CarlMaps BIM ces réseaux en 3D. Donc là, c'est le même réseau que je vous ai montré avant, qui est assez simple. Donc, comme je vous ai dit, ça peut apporter une autre façon de visualiser nos réseaux en 3D. Vous pouvez voir à gauche, c'est la visualisation du graphe en 3D, et à droite, c'est la visualisation du graphe, mais aussi la maquette par-dessus. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est avec cette intelligence que l'on a récupéré des données et ces graphes de connaissances, c'est qu'on va pouvoir interagir avec ces réseaux. Donc, par exemple, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'afficher seulement donc, les réseaux qui sont associés à ce terminal ici. Donc ça, c'est une sortie d'air, et puis ça, c'est une cassette de climatisation. On a retrouvé le fait que ce terminal est relié à cette cassette de climatisation, et on peut le mettre en évidence pour notre opérateur final. Alors que la vue par défaut d'un réseau était celle que je vous ai montré bien avant. Ici, c'est un autre exemple, le même que je vous ai montré avant, mais visualisé dans CarlMaps BIM. Et ici, c'est l'exemple pour le réseau des infrastructures. On retrouve une nouvelle fois notre graphe en 3D, avec deux couleurs distinctes, parce que ça permet de bien les visualiser, mais on a aussi la vue de la maquette avec la mise en évidence des objets qui appartiennent à tel ou tel réseau. Grâce à cette intelligence, ça nous ouvre différentes perspectives de recherche. On va pouvoir amener cette visualisation de réseau potentiellement dans la réalité mixte, virtuelle ou augmentée. Mais aussi, nos prochains travaux vont porter à l'aide à la visualisation 3D grâce notamment à l'IA, dans l'idée de pouvoir simplifier l'usage des maquettes BIM pour les opérateurs de maintenance. C'est-à-dire essayer de lui apporter des outils, lui apporter des créations de vues automatiques pour l'aider, lui, à faire ses opérations de maintenance qu'il aurait fait de façon classique. Et je vais laisser Laurent vous parler de la vision future.
parce qu'on a déjà bien dépassé notre temps. Alors je vais quand même aller rapidement sur cette partie-là. Donc nous on est l'acteur qui historiquement on propose la brique du milieu, c'est-à-dire la partie gestion de maintenance, gestion du patrimoine, et on vient intégrer des briques supplémentaires sous forme plateforme. Donc on a une brique 2D, 3D que l'on vient de vous partager. On a évidemment une brique temps réel, IoT, maintenance prédictive. On a une brique IAGEN, on a des briques de téléassistance et on a des travaux autour de la réalité augmentée. Nos objectifs, ils sont clairs, c'est de pouvoir collecter cette vision du patrimoine à destination des acteurs techniques pour leur apporter le maximum d'efficacité, de compétences et de connaissances. En 2 mots, Carl Berger-Levrault, nous sommes éditeurs français. Nous sommes basés à Lyon. Voilà, vous avez quelques métriques et on a à peu près 40 ans d'existence. C'est à peu près 200 personnes. Et donc nous sommes présents également dans différents pays d'Europe. Et donc ici vous avez un panel de nos utilisateurs. Donc on est évidemment présent dans le facility management, dans les grandes infrastructures, les grands réseaux, dans les industries de process, dans les transports, dans la santé, dans les collectivités et bien d'autres secteurs d'activité. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions, on peut en prendre comme c'est la pause avant la prochaine session de questions, donc, de présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut y répondre. On est aussi présent sur le C81 si vous voulez venir échanger avec nous, mais en public, si vous avez des questions, c'est intéressant. On veut bien les prendre. En fait, après qu'on a le bâtiment, on a l'IFC et on va dire que d'ici 20 ans, le locataire il va changer, le propriétaire du bâtiment. Est-ce qu'on doit repasser par la maquette pour reproduire un nouveau IFC parce que du coup le bâtiment a changé, du coup on doit devoir repasser par la maquette et faire le même processus et appliquer encore une fois tous les systèmes ou pas? Je ne sais pas si vous avez entendu, donc la question c'est est-ce que s'il y a une modification de la maquette d'origine, est-ce qu'on est obligé de régénérer le process complet, c'est-à-dire retransformation, Revit, IFC Oui, dans notre process, on va être obligé dans ce contexte de repartir. On considère que la source et la donnée graphique, elle est portée par la modélisation 3D, c'est elle qui porte la vérité. Et donc, si on est amené à modifier cette modélisation, alors à ce moment-là, on va être amené à rejouer le processus de réintégration. Donc après se pose la question, dans certaines propriétés de la maquette, est-ce qu'il faut les suivre sur la modélisation de la maquette ou est-ce qu'il faut simplement faire un lien vers l'outil, surtout quand il va s'agir de données dynamiques. Donc des fins de contrat, des fins de maintenance, qui sont des éléments qui évoluent avec le cycle de vie. Dans ce cas-là, il faudra mieux faire un lien depuis la maquette pour ouvrir l'outil de gestion de patrimoine, plutôt que de vouloir systématiquement répliquer ou retransiter cette information. Mais c'est vrai que la dimension graphique, en tout cas nous on a fait le choix de la laisser dans les outils de modélisation, parce que déjà c'est pas notre métier d'origine, il y a des gens qui font très bien ça, des solutions qui sont faites pour ça, et ensuite parce que cette modélisation, on sait qu'elle va être repartagée par différents corps de métier, et donc de toute façon on ne peut pas être dépositaire, et donc même si on modifiait notre système, on ne serait pas en capacité d'en faire le système de référence. Donc c'est un choix qu'on a fait et effectivement vous avez raison, dans ce contexte-là on va être obligé de rejouer la séquence de mise à jour. Se pose aussi la question, quelle est la fréquence de mise à jour de ces informations? Évidemment si on est dans des cycles extrêmement courts, on a des limites. Si on est dans des cycles un peu plus lents, dans l'évolution de la maquette et du niveau de granularité de ce qui est de la maquette, eh bien là on peut se permettre de rejouer cette séquence de manière automatisée à fréquence de la semaine, du mois ou plus en fonction de la fréquence de mise à jour. Mais c'est important par contre de le savoir, quand on vient récupérer une modification, si on modifie les cloisons ou par exemple on a changé certains équipements, ou on en ajoute aussi, ou au début on a synchronisé certains types d'équipements et pas d'autres, là on est sur un principe qui est vraiment itératif, donc on peut rajouter des propriétés sur des équipements et les synchroniser plus tard, on peut rajouter des nouveaux types d'équipements et les synchroniser plus tard, et on peut modifier des objets qu'on va venir synchroniser. L'idée aussi, il n'est pas forcément synchroniser tous les objets, parce qu'en maintenance, ils ne vont pas suivre tous les objets. Par contre, ils peuvent simplement avoir un rendu visuel dans ce cas-là. Donc on va vraiment dissocier la capacité de rendu de la capacité de synchroniser les données. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données synchronisées, le moindre élément de réseau avec ses propriétés ne sont pas forcément utiles.
Par contre, nous, on a fait le choix que de travailler vraiment sur l'intelligence de la maquette à des fins des acteurs qui vont essayer de l'utiliser. Donc, on va vraiment se focaliser sur cette partie usage terrain. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, ça fait partager. Ça montre qu'on a... Ou alors on a été très clair, ou alors c'est la pause de midi aussi qui fait qu'il y a un peu besoin de recharger les batteries. Écoutez, si vous avez... Ah, pardon. Merci en tout cas pour la question. Bonjour. Je m'interroge moi sur la transfert des données. C'est-à-dire que dans ma maquette numérique, je vais potentiellement avoir des équipements qui vont avoir des références, des modèles, des marques, qui vont être transférés donc vers ma GMAO. Maintenant, demain, ma maintenance fait des mises à jour et me change mon équipement. Est-ce que cette donnée va pouvoir être réimplantée dans ma maquette via la GMAO, ou est-ce qu'à l'inverse, je vais devoir refaire le travail de le réimplanter mon équipement manuellement dans ma maquette? Merci pour la question. Il y a deux stratégies que vous pourrez opérer en fonction de la nature des équipements. Soit vous considérez que la maquette représente la forme géométrique et que le contenu, à un certain moment, finalement, son numéro de série et sa gestion fine, elle est traduite dans la partie maintenance. Et donc, on a simplement, à travers la maquette, son identifiant unique de maquette et ensuite le process et le numéro de série qui fait référence à cet objet géométrique. Vous ne le traduisez, vous ne le suivez que dans la GMAO. Dans ce cas-là, il n'y a pas de besoin de repropagation. Ça simplifie les choses. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'une traçabilité de l'équipement que vous avez démonté, là, on n'en fera pas l'économie. Il faudra à ce moment-là venir sur la maquette, supprimer l'objet, en créer un nouveau qui va représenter le nouvel objet pour qu'on puisse détecter qu'on a un nouvel objet qui est généré. Et ensuite, on va avoir un process de mise au rebut de l'équipement ou alors de démontage, de reconditionnement de l'équipement pour être remonté plus tard sur une autre installation. Donc vous allez avoir les deux processus qui sont possibles. Ça va dépendre de la nature de ce que vous voulez faire en termes de mise à jour et de maintenabilité du système. Plus on est sur quelque chose d'unitaire, plus il y a de la rigueur et plus effectivement ce process peut être sophistiqué. Là, on est vraiment dans la gestion avec le terrain. Nous, ce qu'on peut proposer parfois sur des équipements qui changent vraiment beaucoup, c'est d'éviter ce principe et donc de garder la modélisation macroscopique de l'objet et en fait ensuite de suivre le cycle de vie qui lie l'objet à sa géométrie uniquement à travers des outils de gestion de maintenance. Ça simplifie parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une boucle circulaire d'informations. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que le terrain puisse dire « je l'ai changé, maintenant c'en est un nouveau, il faut que tu le remodélises ». Et donc parfois on a aussi une difficulté, c'est qu'on a besoin de faire communiquer des acteurs de maintenance ou voire des prestataires qui ont dans la maintenance avec ceux qui sont en capacité de toucher des modélisations de cette nature. Donc j'ai pas une réponse stricte, il y a plusieurs façons d'opérer et on doit pouvoir, en tout cas avec les principes de synchro qu'on a mis en place, traiter les deux contextes. Bonjour tout le monde. Ma question concerne en fait le passage d'une plateforme à une autre. Par exemple, je fais de la gestion de données, j'ai une plateforme que j'utilisais et voilà, j'ai envie de migrer vers une solution de chez CalMaps. Et du coup, moi j'ai envie de reprendre tous mes paramètres que j'ai fait dans mon ancienne plateforme et les réintégrer dans CalMaps. Est-ce qu'il y a un moyen automatique de pouvoir retranscrire les autres paramètres et les utiliser directement dans CalMaps? Je vais faire une réponse vite parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on s'arrête. Alors pour répondre à la question, si vous aviez un système déjà en place, donc dans ce cas-là, si on fait abstraction si on a une maquette, on va repartir de la maquette source ou on peut repartir des données que vous avez déjà stockées dans une base de données. C'est dans une base de données relationnelle. On va les exporter et on a des passerelles pour pouvoir faire du réimport. Comme si on partait d'une base vide, on a souvent des templates qui permettent de charger avec des fichiers Excel, des fichiers assez simples, pour repeupler les données. Donc on va passer par une étape d'export et de réimport.
Ou alors, si vous avez des éléments qui sont déjà dans votre maquette, là, on va repartir de la maquette, on va récupérer les informations. Et si vous avez je sais pas, des interventions ou un cycle de vie que vous avez généré dans votre système actuel, là, on va les exporter et on va les réimporter dans nos systèmes. Donc, on a des outils pour permettre des bascules de systèmes existants ou quand les clients n'ont pas de système, parce que ça arrive encore, il y a des clients qui n'ont pas de système de gestion de maintenance, et donc dans ce cas-là, ils ont déjà un patrimoine qui est décrit dans de l'Excel, de l'Access, voilà, dans divers systèmes ils souhaitent passer ensuite sur des systèmes du type de base de données. Donc soit export base de données, réimport, soit on repart des formats cibles, soit on part de fichiers Excel tout simplement. Voilà, on va s'arrêter. En tout cas, merci pour les questions, pour l'attention que vous avez portée à notre présentation. On est disponible et on est prêt à répondre à toutes vos questions encore au stand 81. Voilà. Merci à vous. Merci.